Il est 3, on va commencer. J'ai appelé cette formation IA Academy. Concrètement, aujourd'hui, c'est la première session. Ça va durer environ 1 heure et on va parler des différentes formes d'IA et aborder plusieurs concepts importants pour la suite. Concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à regarder des formations qu'on m'a envoyées, des gens qui connaissaient, que ce soit des formations sur YouTube, sur Coursera, des podcasts, etc. Et au fur et à mesure où je consommais le contenu, je prenais des notes pour essayer de me former. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir une centaine de slides, puis 200, puis 250, etc. Et en me formant, j'aime bien essayer de réexpliquer pour mieux comprendre. Et donc, on a fait une formation de 4 webinars. Et oui, éventuellement, on pourra envoyer les slides. De toute façon, toutes les slides seront republiées. Ça sera enregistré, il y aura un replay. Et donc, j'ai fait cette formation en 4 webinars pour les équipes de partout. Pour vous donner un peu le contexte de cette formation, donc partout, on est une startup. On n'est plus vraiment une startup, on est maintenant 400 collaborateurs et on développe des solutions pour les retailers et les points de vente. Et on fait notamment des produits à base d'IA, notamment un agent conversationnel et une analyse des avis. Et à côté, j'ai un média avec Grégory Beck et Savinien Lubrège, qui est notre CPO chez Partout, qui s'appelle Tribes, sur lequel on produit pas mal de contenu. Et donc, de la réunion entre Tribes, qui est vraiment un média bénévole, qui est dédié aux entrepreneurs, et Partout, qui est une startup qui fait des produits dans l'IA, on a décidé de lancer cette formation. Pour tous ceux qui viennent de se connecter, qui se disent « je veux m'intéresser à l'IA », en fait, il y a 4 manières de s'intéresser à l'IA. Il y a les implications à long terme, donc typiquement, c'est ce que fait Laurent Alexandre sur la géopolitique ou des impacts sur le monde de manière générale par l'IA. Il y a les applications concrètes, donc utiliser c'est cette IA. Il y a la maîtrise de la technologie. Nous, on va se focaliser sur la compréhension de son fonctionnement. Donc, c'est assez important, ce webinaire. Il est avant tout pour comprendre comment ça fonctionne, pour potentiellement beaucoup mieux s'en servir. Et c'est assez fou le nombre de formations qu'il y a en anglais sur ces sujets, mais il n'y a pas de formation, je trouve, en français qui soit complète et qui prenne l'ensemble des sujets et essaie de les vulgariser. Donc, on est vraiment sur la vulgarisation. Qu'est-ce que ça veut dire la vulgarisation? J'avais lu cet exemple et je pense que c'est important de le rappeler. Si on demande à quelqu'un de décrire cette pomme, on va décrire en disant elle est ronde et elle est rouge. Et si on décrit cette pomme comme ça, forcément, c'est un peu faux. On va regarder cette pomme, on va se dire c'est faux, mais en même temps, c'est un peu vrai. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire vulgariser. Donc, il y a des choses que je vais dire aujourd'hui qui ne seront pas totalement vraies, qui seront des approximations. Je vous demande d'être indulgent sur tous ces sujets-là. Donc, on va avoir 3 parties aujourd'hui. La première, c'est les différentes formes d'IA. On va expliquer ce que c'est le machine learning, le deep learning et les différentes formes d'entraînement. Ensuite, on va parler des domaines de l'IA, principalement le texte, la vision et la robotique. Et en dernier, on va parler des capacités de l'IA, notamment l'IAG, l'IA étroite, l'IA multimodale. Point important, c'est premier webinar, donc il y a environ 80 slides, mais en fait, c'est le premier de 4 webinars d'1 heure. Le premier webinar, c'est vraiment, je pense, potentiellement le moins technique, mais qui va poser toutes les bases des concepts. Et c'est, je pense, le premier qu'il faut regarder si vous commencez à vous intéresser à l'IA et aux aspects techniques. Le deuxième, il sera focalisé sur le NLP et les LLM. Donc vraiment, là, ça va rentrer un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que la tokenisation, la vectorisation, le word embedding et les modèles transformers. Dans le troisième webinar, ça sera vraiment comment on entraîne des modèles. Donc, on va se focaliser sur les GPU, les foundation models, le RLHF, tous les concepts un peu plus techniques sur l'entraînement. Et le dernier webinar sera autour du prompting et des agents virtuels, qui est un sujet en explosion. Et donc, ces 4 webinaires, ils sont déjà prêts. Il y a déjà toutes les slides qui sont prêtes et le discours aussi. Mais là, on va se focaliser sur le premier des 4 webinaires. Donc, sur ce premier webinaire, on va déjà parler des formes d'IA. Donc, si on prend l'histoire de l'IA, les débuts ont été dans les années 1950 pour des logiciels qui jouent aux échecs. Ensuite, il y a eu ça est devenu dans l'univers collectif avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a IBM Deep Blue qui a battu le champion d'échecs Kasparov en 1997. Donc ça, c'est un peu les débuts de l'IA. Ensuite, en 2010, ça a été l'IA nouvelle génération, principalement autour de 2 grandes transformations. En 2013, le word embedding qu'on verra dans le deuxième webinar. Et en 2018, l'invention des modèles Transformers, qui est un type de modèle LLM. Et donc, le modèle Transformers, on va le voir aussi dans la deuxième formation. AlphaGo, ça a été aussi un moment en 2016 parce que le jeu de Go est plus difficile que le jeu d'échecs.
Et donc en 2016, DeepMind, qui est la filiale de Google sur les sujets d'IA, a créé AlphaGo, qui a battu le champion du monde de jeu de Go. Et 2020, ça a été la démocratisation de l'IA avec le lancement de GPT-3 par OpenAI, etc. Là, c'est vraiment un balayage assez rapide pour poser les bases. On va rentrer un peu plus dans les aspects techniques. Déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a 3 termes à différencier. Et les gens l'utilisent un peu dans un sens ou dans l'autre. Il y a l'intelligence artificielle. Donc concrètement, je ne veux pas redéfinir tout ça, mais l'intelligence artificielle, c'est des machines qui imitent le comportement et les capacités cognitives des humains. Ensuite, il y a un deuxième concept qu'on va voir qui est le machine learning. Et ensuite, il y a un concept qui est arrivé plutôt après 2010, qui est le deep learning. Donc on voit que le deep learning est une forme de machine learning et le machine learning est une forme d'intelligence artificielle. Donc c'est imbriqué. Et ça, les 3 termes sont à connaître et sont importants pour comprendre qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle. Déjà, ce qui est intéressant à voir, c'est que les êtres vivants, ils apprennent par l'exemple. Donc, il y a plein d'exemples de chimpanzés qui regardent les autres casser des noix et ils vont faire pareil. Les enfants, c'est pareil, les animaux. Donc, de manière générale, on observe que les êtres vivants, ils apprennent par l'exemple. La révolution du machine learning, c'est d'apprendre par l'exemple. Donc, la programmation classique, on définit des règles qui permettent à un algorithme d'effectuer une tâche. Alors que le machine learning, c'est un apprentissage grâce à des exemples qui lui permettent d'apprendre cette tâche. Donc, classique, on est sur des règles. Machine learning, on est sur des exemples. Je vais vous prendre un exemple concret pour que vous puissiez comprendre avec quelque chose de plus simple. La programmation classique, si je devais demander à un algorithme de repérer un feu rouge, je vais faire du code et je vais dire un feu rouge est composé de 3 lumières, une rouge, une orange, une verte et les unes en dessous des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la programmation classique et il va pouvoir repérer les feux rouges. Le truc, c'est qu'un feu rouge, il peut être, là comme vous le voyez en haut à droite, dans l'exemple du machine learning, il peut être différent, il peut y avoir que du rouge, il peut être très loin, etc. Et donc, dans le machine learning, plutôt que donner des règles, on va donner des exemples. On va lui filer plein de photos et on va lui dire, algorithme de machine learning, repère ce qui est un feu rouge. Et ça va fonctionner sur un modèle qu'on appelle l'apprentissage par l'exemple. L'exemple qui est assez connu, que vous pouvez aussi vous visualiser, c'est Chihuahua or Muffin. Donc ça, c'est un exemple qui est assez connu. Vous voyez, en haut à gauche, c'est un muffin. En haut à droite, c'est un chihuahua. Et c'est assez difficile pour un algorithme de voir la différence. Parce qu'on ne peut pas donner des règles. Si on dit il y a 3 blocs noirs, c'est assez difficile. Or, le machine learning est efficace pour comprendre des règles qui sont difficilement explicites. Et donc, en fournissant plein de chihuahuas et de muffins, il va apprendre. On va voir les apprentissages supervisés après. Donc là, c'est un exemple. On va filer des centaines et des centaines de photos de chihuahua et de muffins et on va lui apprendre au machine learning. Et vous voyez que là, c'est plus facile par l'exemple de comprendre versus le faire par les règles. Donc là, on va passer aux apprentissages. En fait, il y a 3 formes d'apprentissage. L'apprentissage qu'on appelle aussi entraînement, training. L'idée, c'est on va voir dans les prochaines sessions, un algorithme, il y a des paramètres. Donc les paramètres, c'est des éléments qui vont permettre de voir si c'est un muffin ou si c'est un chihuahua. Et donc en ajustant ces paramètres, on peut minimiser les erreurs. Et pour ajuster les paramètres, il faut plus d'exemples. 3 formes d'apprentissage, c'est très simple, c'est le supervisé, le non supervisé et le renforcement. Là, on est toujours sur le sujet du machine learning. Premier sujet, c'est l'apprentissage supervisé. Je file à mon algorithme une photo de muffin et je lui demande de faire une prédiction. Est-ce que c'est un muffin ou un chihuahua? Le modèle doit choisir. Et là, il me dit que c'est un chihuahua. Le problème, c'est que j'avais étiqueté mes réponses. Le principe de l'apprentissage supervisé, c'est qu'on a des données étiquetées. Et donc là, je vais lui dire, attention, tu as dit que c'était un chihuahua alors que c'était un muffin, et il va pouvoir améliorer son modèle. Donc, par l'erreur, le modèle s'améliore. Et donc, on va lui apprendre au fur et à mesure à être plus précis dans ses prévisions et de minimiser ses erreurs. Et c'est comme ça qu'on peut créer un modèle de machine learning. Les applications du machine learning, ça peut être pour des applications très concrètes, comme définir le prix d'une maison en fonction de ses caractéristiques. Donc, une maison, vous savez, ça peut être valorisé en fonction de sa surface, mais aussi de son DPE, de sa localisation, de son étage, etc. Il y a énormément de paramètres, et ces paramètres, ils sont interdépendants, et il y a des objectifs qui sont multiples. Et donc, avant, on utilisait ce qu'on appelle une régression. C'est les algorithmes très classiques, donc on va avoir plusieurs paramètres. Mais le machine learning vient apporter un peu plus de complexité, de précision sur comment définir le prix d'une maison, par exemple.
Il y a plein d'autres applications dans le monde aujourd'hui qui utilisent le machine learning avec entraînement supervisé. Par exemple, un filtre à spam. Donc, vous recevez un email, est-ce que c'est un spam ou pas? Et donc, en fonction, en étiquetant, disant ça c'est un spam, ben, l'algorithme va apprendre à détecter les spams. Pareil pour la qualité d'une pub en fonction du nombre de clics. Les avis, donc on va dire est-ce que cet avis en ligne est positif ou négatif, et en l'entraînant, ben, un algorithme va être capable de dire est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif. Ou encore avec la santé. Donc par exemple, on va filer à un algorithme de machine learning plein de photos de bras cassés et on va lui dire est-ce que ce bras est cassé ou pas, et ça va permettre de faire un diagnostic. Ça, c'est l'apprentissage supervisé. Je vous prends un exemple très simple. Donc là, il y a des radios qui sont annotées par des médecins, des centaines et des milliers de médecins, et on va les annoter, comme vous le voyez à gauche, en disant ceci est une fracture, ceci n'est pas une fracture, etc. Et l'algo va être capable, en s'entraînant, comme dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur les feux rouges, de repérer s'il y a une fracture ou pas. Sauf que annoter des fractures, ça coûte cher, et donc cet entraînement supervisé est un peu compliqué et un peu cher. Donc, il y a une nouvelle forme d'apprentissage supervisé que je trouvais intéressant de vous partager aujourd'hui dès le début, c'est l'active learning. Concrètement, l'algo de machine learning va filer des photos, va demander plutôt des photos sur lesquelles il est moins sûr. C'est-à-dire qu'il va repérer là où il est moins bon et il va demander qu'on annote des cas un peu plus spécifiques. Et donc là, on est sur un apprentissage supervisé, mais où, comme un enfant, le machine learning va dire « Ah mince, ça, j'ai pas bien compris les fractures du genou. Est-ce que tu peux m'envoyer des photos à noter pour que je comprenne ?» Donc, on est toujours sur l'apprentissage supervisé, mais avec, on ne va pas balancer plein de photos, on va juste demander à l'algorithme quelles sont les typologies de photos qu'il veut qu'on annote. Et là, j'ai une société qui s'appelle Glimmer, que j'ai rencontré à un événement chez Partout, que j'ai vu extrêmement intéressant, qui travaille sur ça pour que les radiologues puissent voir facilement s'il y a une fracture sur des diagnostics et ensuite il y a une confirmation ou pas. Maintenant, on passe à un deuxième type d'apprentissage, ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. En fait, dans ce cas-là, on n'a pas d'étiquette. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce qu'il y a en face de nous est un chihuahua ou un muffin. Et dans ce cas, on va demander au modèle de chercher par lui-même à identifier des structures ou des patterns qui permettent de regrouper les données sans qu'on lui dise rien. Et ce regroupement de données, on appelle ça du clustering. Un cluster, c'est donc un groupement de données sans étiquette qui est fait par un algorithme pour dire ça a l'air d'être plutôt un ensemble de trucs qui se ressemblent, et ça, c'est un autre ensemble de trucs, et il s'avère que dans un cas, c'est des chihuahuas, et dans un cas, c'est des muffins. Donc vous avez compris, le non supervisé, il n'y a pas d'étiquette, et donc il va lui-même trouver les groupements. Pour un exemple d'apprentissage non supervisé, donc partout, nous, on est une société, en gros, on accompagne les retailers, notamment sur les photos et sur les avis. Donc, on va avoir plein d'avis point de vente. Donc là, vous avez l'exemple d'un client de Partout, Mobalpa. Il a 290 avis sur ce point de vente-là. Et nous, on gère 300 000 points de vente. Et on voit ici que dans ces avis, on est capable, par apprentissage non supervisé, de repérer des avis qui parlent de vitesse et des avis qui parlent de 3D. Et donc là, ce que va faire l'IA, c'est sans qu'on lui dise rien, elle va repérer les thèmes. Donc là, ici, on a un thème sur la vitesse et un thème sur le 3D. Et on n'a rien eu besoin de lui dire. C'est l'IA qui a fait ces clusters non supervisés, c'est-à-dire sans avoir de guidelines. Et ce type d'apprentissage est une autre forme d'apprentissage qui est autonome. Et c'est important de bien comprendre ça. Les avis chez Partout, nous, ce qu'on fait, c'est du clustering. Ensuite, on va faire du sentiment analysis. C'est est-ce que c'est positif ou c'est négatif. Puis après, on va pouvoir utiliser l'IA pour faire plein de choses avec les avis qu'on collecte pour nos clients, les forces et les faiblesses d'un réseau et des recommandations. Ça, c'est ce qu'on fait chez Partout. Et on peut le faire soit en non supervisé, soit en supervisé. Soit je dis, je veux tous les avis qui me parlent de relations clients. Soit je dis, trouve toi-même, algorithme de machine learning, les groupes. Et il y a une troisième forme d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Alors là, je vous ai mis une scène mythique des inconnus. Bien, pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une erreur, on va lui dire pas bien, et chaque fois qu'il y a un truc qui est positif, on va lui dire bien. Et ça, on le fait étape par étape sur chaque donnée qu'il va nous proposer. Et en fait, en gros, on apprend comme à un enfant en lui disant non, ça faut pas faire ça, et ça faut faire ça. Et on parle donc de renforcement. Et c'est un sujet qu'on verra dans l'entraînement, dans la troisième session de cette série de webinars, où on parlera de RLHF. RLHF, c'est Reinforcement Learning Through Human Feedback. Et concrètement, en fait, c'est quand on entraîne, par exemple, ChatGPT, on va essayer de lui dire, ça, tu n'as pas le droit de le dire, ça, tu as le droit de le dire. Et ça sera le sujet de l'entraînement. Et on parlera beaucoup plus d'entraînement par renforcement.
On a vu maintenant les 3 formes d'apprentissage par machine learning. Mais je vous ai dit au début de cette session que le deep learning était une forme de machine learning. Ça, c'était un point important. Donc, le machine learning est une forme d'IA et le deep learning est une forme de machine learning. Qu'est-ce que le deep learning? Alors là, ça se complique un peu. En fait, le deep learning, c'est une forme de machine learning qui utilise ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc là, je vous l'ai imagé avec un cerveau, avec des petits neurones. Ça imite le cerveau humain. Donc, à gauche, j'ai toujours mon... Alors, est-ce que c'est un muffin ou un chihuahua? C'est un muffin. En entrée, c'est ce qu'on appelle l'input. Je l'envoie dans un modèle et je lui demande de sortir quelque chose qu'on appelle l'output. Et on lui demande de sortir si c'est un chihuahua ou un muffin. Ce qui est intéressant ici dans le deep learning, c'est qu'on va rentrer la photo de muffin qui va être traduite en chiffres. C'est là où ça se complique un peu. En fait, le contenu que vous uploadez va être juste codé. On va mettre des nombres, 1, 5, 7, 8, 9, 4, et on va mettre plein de nombres qui vont représenter ce contenu. On va le passer dans un réseau de neurones qu'on appelle profond, c'est pour ça qu'on appelle ça deep, on va le montrer un peu après, qui est inspiré de la structure du cerveau humain. Il va en sortir une autre suite de chiffres qui va être traduit potentiellement en texte, en image, en audio ou en vidéo. Et donc là, on voit bien, je mets la photo du muffin, je la fais passer dans un cerveau humain, potentiellement plutôt là, un cerveau neuronal, et je vais en sortir une réponse. Donc ça, c'est la slide la plus complexe de premier webinaire. Un des inventeurs des couches de neurones et du deep learning, c'est Yann Lequin, qui a eu le prix Turing en 2018, et c'est un Français. Et donc, on voit à gauche, là, vous avez les inputs. Ça va passer dans plein de neurones, et il y a différentes couches. Je n'irai pas beaucoup plus loin sur ce sujet, parce que c'est un peu plus technique. Il y a plein de vidéos qui expliquent comment ça fonctionne, et c'est assez passionnant, et on va avoir un neurone de sortie. Plus il y a de couches, plus on est capable de comprendre des choses complexes. Donc ça, c'est facile. Plus vous avez de couches, plus votre cerveau est complet, et plus vous pouvez comprendre des liens entre les données qui sont différents. Maintenant, pour faire du deep learning, il y a un concept qui est hyper important, qui est le concept de GPU. Donc, vous avez peut-être entendu, très récemment, il y a NVIDIA qui est devenue la société au monde la plus valorisée. L'entraînement des modèles profonds nécessite une puissance de calcul importante. Elle est fournie par ce qu'on appelle des unités de traitement graphique, ou GPU. Le passage de CPU à GPU a permis l'émergence des modèles d'IA, et ça, je vais essayer de vous expliquer de manière très simple. Intel est une boîte extrêmement connue qui a été créée en 1968. Pourquoi Intel est connue? Parce qu'ils ont créé les premiers, enfin c'est les meilleurs dans le microprocesseur. C'est toutes les chips que je vous montrais juste avant, dans les serveurs et les ordinateurs. Et en fait, c'est une énorme société qui produit énormément de microprocesseurs CPU, ce qu'on appelle des Central Processing Units. Le passage des CPU au GPU, et c'est en fait le passage des calculs en série aux calculs en parallèle. Et donc, il y a une société qui s'appelle NVIDIA, qui est le leader des GPU. Donc, Intel, c'était des CPU, NVIDIA, c'est des GPU. Et donc, c'est le nouveau Intel. Et ce qui est intéressant, c'est que NVIDIA vaut plus que Apple, vaut plus que Microsoft, et surtout, vaut plus que la somme de toutes les sociétés du CAC 40. Et ça, c'est impressionnant. Ça veut dire que NVIDIA est une société que vous connaissez peut-être pas, parce qu'elle est assez jeune. En tout cas, elle a explosé plutôt récemment, et une société qui vaut plus que toutes les sociétés du CAC, ce qui est assez impressionnant. Donc, NVIDIA, c'est une société à connaître aujourd'hui dans le monde de l'IA. Un autre sujet que je vais aborder très rapidement, c'est l'informatique quantique. Il y a beaucoup de potentiel à utiliser les ordinateurs quantiques pour améliorer l'efficacité des modèles d'IA. C'est vraiment en phase de recherche, et donc on n'est pas encore sur des résultats, mais je voulais juste l'évoquer ici parce qu'on parle souvent de physique quantique quand on parle d'IA. Donc ça, c'était la première partie. J'ai essayé de définir l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning, et je rappelle que ça a été une évolution dans le temps, et surtout, c'est des formes. Le deep learning est une forme de la machine learning, et le machine learning est une forme d'intelligence artificielle. Maintenant, il y a un nouveau concept qui est apparu il y a quelques années, qui est l'IA générative. Donc, le machine learning et le deep learning, c'est des concepts, mais l'IA générative, qu'est-ce que c'est? Je rappelle très rapidement, l'IA générative permet de produire de nouveaux contenus qui, bien que similaires au contenu d'entraînement, sont des créations inédites et originales en soi, et elle a été notamment rendue possible par le deep learning. Là, je prends vraiment des concepts de base pour ceux qui s'y connaîtraient peut-être un peu moins. On va aller ensuite dans des concepts un peu plus complexes au cours des sessions, au fur et à mesure. Si je devais résumer, le machine learning, et c'est une vulgarisation, je le rappelle, le machine learning permet d'analyser, donc de faire des prédictions, des reconnaissances d'images, de voir si c'est un chihuahua, de faire si c'est du clustering de texte, etc. Et donc, on est vraiment sur comme un analyste
alors que l'IA générative, je vous ai mis un petit icône de peintre. Et donc là, vous pouvez créer. Et donc, c'est la génération d'images, de la génération de texte, etc. Machine learning, analyse, IA générative, création. Maintenant, l'IA générative, elle est plus forte sur ce qu'on appelle des données non structurées, comme des textes, des images, des audios, des vidéos. Le machine learning est meilleur sur des tableurs, ce qu'on appelle des données structurées, c'est-à-dire quand vous avez photo, fracture, taille de la fracture, enfin, plein de trucs qui sont dans des tableurs. La donnée structurée, c'est dans les tableurs. L'IA générative, c'est des textes, des images, des photos, des vidéos. Et l'IA générative n'est pas très forte pour analyser des données structurées. Donc, vous avez vraiment deux concepts à connaître, l'analyste et le peintre. Donc ça, c'est vraiment pour simplifier. Et on en parlera de l'IA générative, notamment dans la deuxième session autour du NLP, des LLM, etc. Voilà pour la première session. Ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. On va passer maintenant au domaine de l'IA. Les domaines de l'IA, c'est en fait, j'ai essayé de me dire, c'est quoi les 3 grandes choses que l'IA peut faire aujourd'hui et le type de données qu'elle peut traiter. À gauche, vous avez le premier type de données que l'IA peut traiter, qui est le texte et la voix. C'est ce qu'on appelle le NLP. Ça aussi, c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser dans les prochaines sessions. NLP signifie Natural Language Processing. Et donc, c'est la capacité de comprendre et de rédiger du texte. En 2, ce qu'on va voir ensuite, c'est ce qu'on appelle la computer vision. C'est toute la capacité à reconnaître ou générer des photos et des vidéos. Et enfin, il y a toute la partie robotique et manufacturing. C'est la capacité à faire des mouvements. Et donc là, on est plutôt sur de la robotique. Ça, c'est les 3 grands domaines de l'IA. NLP, computer vision et robotique. Chaque typologie, en fait, chaque domaine de l'IA utilise des modèles qui sont différents. Pour le NLP, on va typiquement utiliser des LLM, c'est ce qu'on va discuter plutôt dans la deuxième session, mais aussi des réseaux de neurones, les RNN. Sur la partie computer vision, on va utiliser des GAN, ça je vais vous expliquer ce que c'est aujourd'hui dans cette session, et des CNN, qui sont aussi un concept à connaître. Et donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que pour chaque typologie d'information, donc du texte, de la computer vision, on va utiliser des modèles qui sont différents. Donc pour le NLP, c'est toutes les opérations sur du texte et de la voix. Donc des traductions, des résumés, des extractions de texte, des speech to text, et on utilise ce qu'on appelle des LLM. Un LLM, c'est un Large Language Model. Au départ, les LLM sont sur du texte, mais il peut y avoir des LLM aussi sur la photo. Ça sera vraiment le focus pendant 1 heure de la deuxième session. On va faire un focus uniquement sur le NLP et les LLM. Donc, je vais passer très rapidement sur ce sujet. Et on utilise aussi des réseaux de neurones récurrents, des RNN, notamment pour faire du speech to text, mais on va moins en parler. Le sujet de la robotique, on va moins l'évoquer pour Étienne qui posait la question. Alors, maintenant, le deuxième point, c'est le computer vision. Donc, computer vision, c'est de la photo. Là, on voit ici une photo qui a été générée. En fait, il y a 2 concepts. Le premier, c'est la génération d'images. Donc, pour générer une image, on l'a dit, pour un machine learning, tout à l'heure, on disait, on file plein de photos de feux rouges. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre plein de photos de pastèques et on va générer une photo de pastèque. Donc là, c'est assez simple. Vous voyez, à gauche, c'est les données d'entraînement et à droite, c'est la donnée que j'ai demandé à ChatGPT de générer. Il m'a fait une belle pastèque sur fond jaune. La question, c'est comment on génère une image. Ça, c'est vraiment passionnant. C'est les modèles de diffusion. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais si vous vous intéressez à la génération d'images, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image à gauche qui a beaucoup de bruit. Qu'est-ce qu'une image avec beaucoup de bruit? C'est une image avec juste plein de pixels de couleurs. Et on va l'entraîner à aller un cran plus loin pour avoir une image avec un peu moins de bruit. Puis un peu moins de bruit. Au fur et à mesure, les choses vont se dessiner jusqu'à aller dans le détail. Et en fait, la génération d'images, elle se fait par récursivité. On va créer au fur et à mesure une image. Il y a des centaines d'étapes et on va créer des images qui sont moins bruyantes. C'est ce qu'on appelle les modèles de diffusion. La session aujourd'hui ne sera pas sur les sujets de génération d'images et ce n'est pas le sujet de la formation. Maintenant qu'on a généré des images, il faut reconnaître des images. Alors là, sujet passionnant aussi, ça mériterait 15 heures de formation, je pense. La reconnaissance d'images utilise ce qu'on appelle les CNN, ce qu'on appelle les Convolutional Neural Network. En gros, ce que va faire l'IA, c'est tout simplement prendre là, vous reconnaissez, il y a un arbre à gauche, une maison à droite, et on va la quadriller en petits carrés. Et puis en autre petit carré, puis en autre petit carré, puis en autre petit carré. Et l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va analyser les patterns, c'est-à-dire les formes, dans chaque petit carré en partant du plus petit jusqu'au plus grand. Et on va ensuite faire ce qu'on appelle du representation learning, c'est-à-dire être capable de comprendre les représentations qui sont autour de nous. Donc, on a parlé de la génération d'images et de la reconnaissance d'images, ce qu'on appelle les CNN. Maintenant, un sujet. Alors, pour les CNN, ceux qui ça intéresse, il y a les IBM Cloud
a fait des super formations sur ce sujet-là, qui prend l'exemple de la maison que je vous ai fait. Et si vous êtes intéressé, moi j'en ai regardé, je pense, une trentaine de vidéos d'IBM. C'est des petites vidéos, vous voyez, c'est 5 minutes. Et ça vous explique tous les concepts à connaître sur l'IA. Et ce que je viens d'expliquer en CNN, vous l'avez en 6 minutes, donc c'est un peu plus précis. C'est assez fou parce qu'en 2017, chez Partout, on faisait déjà de l'entraînement et de la reconnaissance d'images. En fait, nous, nos clients, ça va être Carrefour, Casino ou Leroy Merlin. Et ce qu'on essayait de faire, c'est de calculer leurs coordonnées GPS par reconnaissance d'images en repérant les logos. Donc, on avait recruté des data scientists et des personnes en machine learning qui, en gros, associaient un logo qui était annoté. Donc, on passait des heures à annoter des logos et on les repérait, en fait, devant les points de vente. Et on s'est fait un peu avoir. Pourquoi on a arrêté ce projet-là? Parce qu'il y avait des pubs, en fait, marquées « Ce Burger King est à 300 mètres ». Et donc, les coordonnées GPS étaient toutes fausses. Et donc, on a abandonné notre projet qui était un projet de machine learning dès 2017, alors qu'on était une trentaine d'employés chez Partout. Maintenant, on est 400. Peut-être que ce serait un sujet à revoir, mais on voit bien qu'on peut perdre un peu d'argent en testant des choses en IA. Maintenant, je vais vous parler d'une chose qui m'a passionné, c'est les GAN. Alors, les GAN, c'est les Generative Adversarial Network. Donc, ça a été inventé par un gars qui s'appelle Goodfellow en 2014 et la légende dit qu'il a inventé ça en gros en une nuit après avoir bu quelques bières. Et c'est une nouvelle manière d'entraîner un modèle de deep learning. Donc là, vous avez la photo du mec à gauche. En fait, je vous ai déjà présenté ce que c'était un modèle de génération d'images, notamment via des modèles de diffusion. Et à droite, je vous ai présenté ce que c'était un modèle de reconnaissance d'images. Le GAN est composé de 2 modèles distincts. Les modèles, dans les 4 formations que je vais faire, ils sont toujours représentés en violet. À gauche, j'ai donc quelqu'un qui va essayer de générer des fausses données qui paraissent vraies, donc des fausses images de pastèque. Et à droite, j'ai un enquêteur qui doit dire si les données qu'on lui soumet sont vraies ou fausses. Et on est à gauche sur un générateur et à droite sur un algorithme de reconnaissance d'images. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont travailler l'un contre l'autre, mais aussi l'un avec l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a le mot adversarial, parce qu'ils sont en concurrence. Prenons un exemple que j'ai trouvé ce matin en finissant la présentation. On va prendre Brad Pitt et on va se dire on a 200 000 photos de Brad Pitt. J'ai plein de photos de Brad Pitt, ce qu'on appelle le domaine. Et j'ai un générateur qui est chargé de faire des photos de Brad Pitt. Donc, je lui dis, crée-moi une photo de Brad Pitt. D'ailleurs, ce n'est pas possible quand j'ai demandé ça à ChatGPT parce qu'il n'a pas le droit de faire des photos de vraies personnes. Donc, j'ai fait une photo d'un homme qui pouvait, je l'ai prompté très rapidement, ressembler à Brad Pitt, qui est une donnée fausse. Le générateur crée de la fausse donnée. Donc, on a 2 modèles. On a le générateur et à droite, on va avoir le discriminateur. Le discriminateur, c'est l'enquêteur. Et on va lui mettre des vraies photos de Brad Pitt et des fausses photos de Brad Pitt. Et on va lui dire, est-ce que c'est Brad Pitt? Et là, il doit trouver la bonne réponse. Soit celui qui génère de la donnée est démasqué, le discriminateur dit c'est faux, alors il doit améliorer son modèle, une petite amélioration. Soit le discriminateur, il croit que l'image c'est vraiment Brad Pitt, et alors c'est lui qui doit s'améliorer. Et en fait, les deux vont progresser. Et c'est un jeu à somme non nulle, c'est-à-dire qu'il y a toujours un perdant. Soit il est démasqué, soit il n'est pas démasqué. Et donc, le modèle des GAN fonctionne avec un générateur et un discriminateur, un faussaire et un enquêteur. Et donc, le faussaire va créer des fausses images de Brad Pitt. L'enquêteur va devoir dire si elles sont vraies ou pas. Et à chaque fois, dans le cas 1 et dans le cas 2, il y a une amélioration des modèles. Et ça, c'est un modèle complet qui va fonctionner ensemble. Et en fait, on va répéter l'opération des centaines et des milliers de fois jusqu'à ce que le générateur soit tellement fort qu'il puisse tromper l'œil humain. Et c'est un point qui est hyper important parce que c'est les GAN qui ont donné naissance au deepfake. Les GAN, c'est un modèle qui est composé de 2 parties qui travaillent ensemble et l'une contre l'autre et qui créent des deepfakes, c'est-à-dire la capacité de générer des fausses images de Brad Pitt. Et en l'occurrence, là, je vous ai mis quelques images de deepfake, mais ce qui est passionnant et très flippant, c'est le danger que ça représente pour les démocraties, surtout en période électorale. On a notamment, moi j'ai regardé un reportage que je trouve vraiment top de Gaspard G qui explique exactement quels sont les dangers pour ça, et aussi question de droit d'auteur. Par exemple, il y a des musiques d'Angèle qui ont été créées, et ça, je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper Gaspard G, le danger des deepfakes. C'est une petite heure et c'est assez agréable à regarder.
On vous l'a mis pour que vous puissiez le cliquer dessus. Alors, les applications des GAN, ce n'est pas uniquement des deepfakes, ça peut aussi être de la dépixelisation d'images, de la génération d'images. Bref, c'est bien plus intéressant que seulement tromper les démocraties. Et donc, il y a plein d'applications de deepfake. Là, on voit qu'en haut, la ligne du haut, c'est une image non pixelisée. En bas, on a fait une image pixelisée et on demande à un GAN de la redépixeliser. Et vous voyez, c'est assez proche en fait, parce que il va être capable de reconnaître ce qui était avant, sans y être. Alors, on m'a demandé si on allait parler de robotique aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas fait beaucoup de formations sur la robotique. Je voudrais juste parler de Boston Dynamics, parce que c'est un peu l'imaginaire collectif. Déjà, 4 heures de formation, ça va être un peu long. Donc, je n'ai pas voulu m'attarder sur ce sujet-là, mais peut-être que je me formerai dessus à un moment et que je ferai un webinaire spécifique sur la robotique. Mais concrètement, je n'ai pas plus que 7 slides. Voilà, on a parlé des différentes formes d'IA, des différents domaines de l'IA. Maintenant, on va parler des capacités de l'IA. Alors, en fait, de ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a différentes fonctions de l'IA. Par exemple, on va avoir du texte-to-texte, donc du résumé, du texte-to-image. Par exemple, ici, un panda qui fait du vélo dans la ville. Du image-to-image, par exemple, je sais pas, transforme-moi cette image en faisant cette tête plus jeune. De l'image-to-texte, du speech-to-text, du texte-to-audio, du texte-to-vidéo. Par exemple, texte-to-audio, on a la chanson des Beatles qui a été créée, Now and Then, en 2023, alors que clairement le groupe n'était plus ensemble. Et ça, c'est assez fou de se dire qu'on est capable de refaire des musiques de groupes qui ont arrêté. Donc ça, c'est des choses simples. Mais de plus en plus, il y a ce qu'on appelle une approche multimodale. Une approche multimodale, c'est une approche qui n'est pas de un média vers un autre, mais qui prend à la fois le son, la vidéo, le texte, et qui va mélanger les domaines de l'IA qu'on a vu précédemment. Donc, en premier, vous avez ce qu'on appelle l'IA étroite. L'IA étroite, c'est un domaine uniquement. Du texte, du speech-to-text, de la traduction, etc. Là, on est vraiment sur des modèles de type Midjourney, DALL-E, Palm 2. Enfin, ça, c'est vraiment des applications, pas forcément des modèles. Ensuite, vous avez l'IA multimodale, c'est qui est capable de mélanger des domaines. Vous avez notamment le nouveau modèle de ChatGPT, ChatGPT 4o, O pour Omni. Alors, omnimodèle ou multimodèle ou multimodal, c'est un peu les mêmes termes. Donc, on a vraiment les deux étapes, c'est l'IA étroite qui était le début et l'IA multimodale qui est aujourd'hui. Mais en fait, il y a deux autres choses qui sont un peu plus théoriques. Il y a l'IA générale, qui s'appelle l'AGI, on va voir, c'est une IA qui serait supérieure à l'intelligence humaine en tout, et l'IA super, la super IA, qui serait là capable de conscience et d'émotion. Ça, c'est un passage un peu obligé si je vous fais une formation sur l'IA, parce que c'est des choses dont tout le monde parle, donc je vais reprendre quelques concepts pour l'expliquer. Je trouve que c'est potentiellement la partie 2 un peu plus technique, va rentrer sur des détails un peu plus mathématiques potentiellement, donc ceux qui sont intéressés par cette partie-là aussi. Donc l'AGI, c'est un terme qu'il faut connaître aussi, c'est le Graal de Sam Altman, le CEO d'OpenAI, c'est l'Artificial General Intelligence ou l'intelligence artificielle générale. Cette AGI, elle aurait la capacité de comprendre et d'apprendre et d'appliquer dans n'importe quel domaine à un niveau équivalent ou supérieur à l'intelligence humaine. Donc on oppose l'IA étroite, qui est conçue pour une tâche, comme jouer aux échecs, à l'IA générale, et c'est de la théorie pour le moment. Stanislas Poluk, qui a fait un super podcast sur Génération Do It Yourself, que je vous recommande. C'est en gros le podcast qui m'a donné envie de m'intéresser à l'IA, parce que je m'intéressais pas, il y a 6 mois, je ne m'intéressais pas autant à l'IA. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des équipes entières chez OpenAI qui sont dédiées à la sûreté et ce qu'on appelle l'alignement des modèles. L'alignement des modèles, on va en parler dans la 3e session de cette série de webinars au sujet de l'entraînement et notamment du RLHF. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le modèle suive des préférences humaines et concrètement qu'il n'essaye pas de nous tuer une fois qu'il aura potentiellement, qu'il sera plus intelligent que tout. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder qu'on est à la croisée des chemins. On s'était dit, d'un côté, il y a l'IA étroite et multimodale et de l'autre, on a l'AGI et la superintelligence et la super IA. Là, on est vraiment à un point d'inflexion où on est en train de dépasser l'intelligence humaine, potentiellement. Et donc, la question, c'est est-ce que ça va continuer à avoir une explosion exponentielle ou est-ce qu'il va y avoir un point d'inflexion ? Là, c'est une image, je pense, qui est assez visuelle pour comprendre, en fait, la période dans laquelle on vit et pourquoi c'est important de s'intéresser à ces sujets d'IA. Il y a aussi une peur de l'IA. Dans le podcast de Stanislas Poluk, ce qui est intéressant, c'est qu'il évoque deux scénarios. Le fast take-off, c'est-à-dire que du jour au lendemain, en une seconde, l'IA devient 1000 fois plus intelligente que l'homme et prend le contrôle du monde. Et le slow take-off, c'est-à-dire que l'IA avance peu à peu.
Et ce qui est assez fou, c'est que ce qu'il dit, c'est qu'au cas où il y a un fast take-off, on pourra toujours débrancher. Mais si l'IA est tellement intelligente qu'elle peut aller à une fraction de seconde pour être 1000 fois plus intelligente, voilà, ça peut faire un peu peur. Maintenant, les peurs de l'IA, elles sont hyper similaires aux peurs de l'électricité en 1900. En fait, en 1900, il y a l'invention de l'électricité, il y a la peur de perdre son emploi, des risques d'incendie, de se faire électrocuter, des effets sur la santé. Et il y a plein d'affiches anti-électricité en 1900 parce que ça fait peur et c'est de la magie. Et je trouve que c'est assez similaire à ce qui se passe en ce moment sur l'IA. Et aujourd'hui, on n'a plus peur de l'électricité. Ça fait partie de notre quotidien. Et donc, c'est important de se dire que potentiellement, l'IA, même si elle fait peur, a des risques parce que c'est vrai que l'électricité présente des risques. Mais aujourd'hui, on ne se dit pas mince, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a ouvert la boîte de Pandore de l'électricité? Il y a aussi un sujet, et là, c'est vraiment, on rentre sur une partie de la formation qui a un peu plus réflexion et moins formation pure. C'est le débat entre homme versus machine. On l'a vu au début de cette formation, en 1997, il y a Deep Blue qui a battu le champion d'échecs, Garry Kasparov. En 1998, donc un an plus tard, Garry Kasparov invente une nouvelle forme d'échec qui est ce qu'on appelle l'advanced chess, où en gros, c'est un homme avec une IA. Et donc, en gros, c'est un concours d'échecs, mais avec une IA. Et en 2005, il y a un nouveau concept qui est le freestyle chess. C'est qu'on peut se mettre à autant qu'on veut autour de la table, avec autant d'IA, et on se bat en fait contre deux, mais c'est avec un temps limité. Donc, on voit l'échec a évolué. Avant, c'était que des hommes. Maintenant, c'est homme plus machine. On appelle généralement les joueurs d'échecs qui sont aidés d'une IA des centaures. C'est assez intéressant parce qu'un centaure, là, j'ai généré une image d'un centaure qui joue aux échecs. Donc, on a un homme centaure qui joue aux échecs. Donc aujourd'hui, le meilleur joueur d'échecs normal, il s'appelle Magnus Carlsen et il est battu par Deep Blue. Donc Deep Blue ici, c'est le logiciel d'IBM. Mais ce qui est intéressant, c'est que le meilleur joueur centaure, Eros, il bat Deep Blue. C'est-à-dire que l'IA avec un humain bat l'IA, et l'IA bat l'humain sans IA. Vous l'avez. Et donc, ce qui est intéressant si on prend cette image, c'est que Eros est meilleur que Magnus quand ils ont de l'IA, mais il est moins bon quand ils en ont pas. Et donc là, on voit bien que l'IA redistribue les cartes des compétences. Et ça, pour tous ceux qui ont des équipes et qui souhaitent expliquer un peu pourquoi l'IA est complémentaire à l'humain, c'est un point important. Les ordinateurs sont incroyablement rapides, précis et stupides. Donc ça, c'est une phrase de Einstein. Quand je pense qu'on veut appuyer un point, on essaye souvent de citer Einstein, mais je pense que 90% des citations d'Einstein qui lui sont attribuées n'ont pas été de lui. Mais je la mets quand même. Et donc, c'est sur le concept de collaboration entre l'ordinateur et les humains. Alors, je recommande Andrew Ng sur Automation versus Augmentation. Je ne sais pas, Alexia, si tu avais la présentation. Parce que Andrew Ng, c'est toutes les formations que j'ai fait sur lui, exceptionnelles. Et là, je vous mets justement, je ne sais pas comment vous savez, la partie augmentation et la partie automation. Augmentation à gauche, c'est aider les personnes. Donc, par exemple, nous, c'est la suggestion des réponses aux avis. Et à droite, l'automation, c'est en fait, on remplace la personne pour cette tâche. Nous, on a créé un chatbot qui est le chatbot de Partout. Si vous avez sur le site de Partout, partout.co, vous allez voir directement un petit chatbot à droite. Et ce chatbot, il est connecté à WhatsApp, à Facebook Messenger et à SMS. Et en fait, c'est une IA qui va vous répondre. Donc là, on est vraiment sur de l'automation, alors que la suggestion de réponse aux avis, qui est à gauche, ce qu'on utilise dans Partout, c'est plutôt de l'augmentation. Donc, un concept intéressant, augmentation versus automation. Donc, la phrase un peu galvaudée pour ceux qui ne la connaissent pas, mais c'est bien de finir par ça, c'est l'IA ne vous remplacera pas, mais ceux qui savent l'utiliser, si, que je trouve assez parlante. Voilà, donc ça, c'était la première formation. C'est vraiment les bases. Et les prochaines vont être un peu plus techniques. Donc, ce qu'il faut retenir de cette formation, la première chose qu'il faut retenir, c'est que le machine learning est une forme d'intelligence artificielle qui apprend sur des exemples. Le deep learning est une forme de machine learning qui utilise des réseaux de neurones, l'IA générative crée des nouveaux contenus, etc., etc. Donc ça, vous aurez la présentation. Maintenant, je vous demande juste de m'aider si vous pouvez recommander cette formation gratuite. Suivre les prochaines formations. Je vais vous envoyer un lien pour que vous puissiez vous inscrire à la prochaine formation qui sera sur les NLP. Et vous pouvez aussi contribuer à Tribe sur la rédaction de contenu. Et vous pouvez aussi postuler chez Partout ou nous contacter si vous avez des enjeux sur vos points de vente. Les prochaines formations, donc ça sera sur les NLP et les LLM.
On va parler notamment de concepts comme la tokenisation, la vectorisation, le word embedding, les modèles transformers. Ensuite, il y aura 2 autres formations qui seront aussi sur des sujets de cloud computing, etc., de fine-tuning. Je vous ai mis là la formation sur la partie 2 avec un QR code et c'est le 16 juillet. Vous pouvez vous y inscrire. Au départ, je voulais faire une seule formation de 4 heures, mais je pense que déjà au bout de 43 minutes, vous avez quand même un peu d'informations à digérer et on se retrouve dans un peu moins d'un mois pour une formation un peu plus, encore plus technique et voilà, sur l'IA pour que vous puissiez continuer à vous former.